Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue, un véritable pilier du rêve de beaucoup de gens. Une croyance tellement ancrée qu'elle pourrait bien être, sans qu'on le sache, le plus grand obstacle à la création de richesse. L'idée que sa résidence principale est un super investissement. C'est un sujet qui peut bousculer un peu, mais ce qui va suivre a le potentiel de changer complètement une trajectoire financière. La question est donc posée, cash. Cette maison, pour laquelle on se donne tant de mal, où on investit tant d'argent et d'énergie, est-ce que c'est vraiment un bon plan pour construire son patrimoine? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà, la phrase qui frappe, mais qui est au cœur de toute notre réflexion. Le but ici, ce n'est pas de choquer pour le plaisir, c'est de prendre un peu de recul sur cette conviction populaire et de la confronter aux faits, aux chiffres. Accrochez-vous parce que c'est un changement de perspective assez radical. Et pour bien comprendre ce concept, rien de tel qu'une petite histoire. Une analogie toute simple, mais redoutablement efficace, qui nous vient de l'un des plus grands investisseurs de tous les temps et qui va tout éclairer. Alors, imaginons la scène. On a un artisan exceptionnel, un vrai virtuose du bois. Son talent, c'est sa plus grande richesse. Et ses outils, eh bien, c'est ce qui lui permet de transformer ce talent en argent, en empire. Il a absolument tout pour réussir. Et là, l'histoire prend un tournant pour le moins étrange. Contre toute logique, il prend une décision folle. Il vend ce qui lui permet de travailler, de créer de la valeur. Il se sépare de ses outils. Mais pourquoi diable ferait-il ça? Et voilà le clou du spectacle. Il a troqué sa capacité à produire de la richesse contre une belle boîte vide, une superbe remise, mais sans outils à mettre dedans. Ça semble complètement absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une métaphore parfaite de ce qui se passe quand on achète sa résidence principale. Et cette histoire, elle ne sort pas de n'importe où. C'est Warren Buffett lui-même qui l'a racontée. Pour lui, c'était très clair. Quand on immobilise tout son capital dans sa maison, on se prive de ses outils, c'est-à-dire son argent, qui pourraient, eux, travailler et générer encore plus d'argent. Ok, l'analogie est parlante. Maintenant, laissons de côté les images et passons à la finance pure et dure. Et pour ça, il faut qu'on soit bien d'accord sur les mots. C'est quoi un actif et c'est quoi un passif? La différence entre les deux, elle est fondamentale. Si on suit la définition de Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, c'est d'une simplicité enfantine. Un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans notre poche. C'est quelque chose qui génère des revenus mois après mois. Et logiquement, à l'inverse, un passif, c'est tout ce qui sort de l'argent de notre poche. C'est une charge, une obligation financière qui nous coûte de l'argent régulièrement. Vu comme ça, c'est limpide. D'un côté, on a les choses qui nous enrichissent. De l'autre, celles qui nous coûtent. Dans cette logique de flux financier, il n'y a pas vraiment de zone grise. Alors, maintenant, appliquons cette grille de lecture à notre sujet. Une résidence principale, ça implique un crédit à rembourser, des impôts locaux, de l'entretien, des assurances. Bref, chaque mois, c'est un tas de dépenses, de l'argent qui sort. Du coup, d'après cette définition, la conclusion s'impose assez facilement. Bon, c'est bien beau toute cette théorie, mais regardons ce que disent les chiffres, les vrais. Parce que les opinions, c'est une chose, mais les données sur le très long terme, elles, ne mentent pas. Comparons un peu les performances de l'immobilier et d'un autre grand type de placement. Et quand on dit long terme, on ne rigole pas. On va regarder une période immense, de 1890 à 2025. C'est essentiel parce que sur une durée aussi longue, on lisse les crises, les bulles, et on voit vraiment apparaître les tendances de fond. Et voici le verdict des chiffres. Le rendement annuel moyen de l'immobilier résidentiel américain sur cette période, 3,4%. En face, le marché boursier, 9,3%. On pourrait se dire que l'écart n'est pas si énorme, mais attention, avec la magie des intérêts composés, cette petite différence se transforme en un gouffre absolu avec le temps. Et ce gouffre, cet écart de rendement, ce n'est pas juste un concept abstrait, ça a des conséquences bien réelles sur la capacité à créer un patrimoine. C'est ce qu'on appelle le fameux coût d'opportunité. Pour le quantifier, voilà ce que cet écart représente sur 135 ans. Si on avait choisi d'investir en bourse plutôt que dans l'immobilier sur toute cette période, le capital final aurait été 2000 fois supérieur. Oui, vous avez bien entendu, c'est un chiffre qui donne le vertige. La meilleure, c'est que même le maître en personne le reconnaît. Warren Buffett a bien fini par acheter une maison pour sa famille, mais il l'a toujours appelée avec humour Buffett's folie, la folie de Buffett. Pourquoi? Parce qu'il était le premier à savoir que cet argent aurait été infiniment plus productif s'il était resté investi dans ses affaires. Et ce graphique, il résume parfaitement le piège. Pour la plupart des gens, leur première maison représente bien plus que 100% de leur patrimoine net à cause du crédit. C'est un engagement financier énorme. Pour Buffett, sa folie ne représentait que 10% de sa fortune de l'époque. La différence cruciale, c'est qu'il ne s'est pas privé de son capital productif pour se loger. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça?
Le but, ce n'est absolument pas de dire qu'il ne faut jamais acheter de maison, pas du tout. L'idée, c'est de changer radicalement notre façon de voir cet acte. Et voilà la nouvelle perspective à adopter. Il faut juste séparer deux choses. La valeur émotionnelle d'un foyer, qui est immense, et sa fonction financière. Une maison, c'est un endroit où on vit, où on consomme du confort, de la sécurité. C'est un luxe, pas un placement destiné à nous enrichir. Du coup, une autre stratégie devient possible. D'abord, on se concentre sur la construction de ces outils. On laisse un portefeuille d'investissement profiter de l'effet boule de neige pendant quelques années. Et ensuite, seulement ensuite, une fois que cette base financière est bien solide, on s'offre le luxe d'une maison, mais sans pour autant sacrifier son moteur de création de richesse. Finalement, tout se résume à cette question, qui est très personnelle. Un choix entre le confort et la fierté d'avoir une belle maison tout de suite, et la perspective d'une liberté financière totale, mais peut-être un peu plus tard. C'est une réflexion profonde à avoir avant de signer pour les 25 prochaines années.